Alors, qui es-tu? Je suis Damien Fauvet, le fondateur et président de Turbotech. J'ai cet indicible honneur. Tu travailles toute la journée parce qu'on arrive très tard et tu es encore là. De 7h30 Tu es un vrai 20 patron? J'essaye, un patron modèle. Bon, C'est pas facile. eh bien on te suit. Allez. Bienvenue chez Turbotech. Voilà, tous le noble, le bâtiment 209. Turbotech est installé ici depuis 6 ans maintenant. Et donc, on est une société qui fabriquons des turbines pour l'aviation légère, comme vous le savez peut-être. Turbopropulseurs et turbogénérateurs. Alors, on peut vous faire très rapidement l'histoire de Turbotech. À l'origine, c'est la passion de l'aviation. Donc moi, je suis pilote privé. J'ai commencé par faire des modèles réduits quand j'avais 5 ans, tout petit. Les jouets sont devenus de plus en plus gros, donc avion radiocommandé. Et à 20 ans, j'ai commencé à me mettre à piloter des vrais avions. J'ai passé mon brevet de pilote. J'ai acheté un petit avion, un Emeraude que j'ai restauré. Donc j'ai une licence de mécanicien. Et à côté de cette passion pour l'aviation, j'ai aussi toujours eu une passion pour la mécanique, les turbines, les moteurs. Ça m'a toujours passionné. Et un jour, il y a, on va dire 18 ans, je me suis dit, mais pourquoi ne pas lier mon amour de l'aviation légère, et puis de l'aviation tout court, à mon amour des moteurs et cette passion pour les turbines, parce que je faisais aussi des turbines pour modèles réduits, pour avions radiocommandés, qui étaient de plus en plus grosses. Et donc m'est venue l'idée saugrenue de faire rentrer la turbine dans le monde de l'aviation légère. Et donc c'est un peu le défi, ou tout du moins le projet que je me suis fixé il y a 18 ans. Et donc, j'ai commencé à développer une petite turbine destinée à l'aviation légère dans mon petit hangar, dans le fond de mon hangar à Saint-Cyr-l'École, le soir, le week-end, à côté de mon travail chez Safran, parce que je travaillais chez Safran. Ah, c'est ce que j'ai demandé. Voilà. Tu étais rentier? Non. Non, tu avais un employeur? Non. Oui, j'avais un employeur, parce que dans ce monde bassement pécunier, voilà, il faut bien manger. Ouais. Donc oui, moi, je suis d'ailleurs autodidacte. J'ai un BTS électrotechnique à l'origine, et je suis rentré comme technicien dans le groupe Safran. J'étais en atelier sur des parties de moteur. Et après, je suis rentré à la documentation technique pour écrire les manuels de maintenance des moteurs CFM56 pour Airbus et Boeing. Et après, j'ai fait un diplôme, on va dire ce qu'on appelle un passage cadre en interne, pour aller vers un métier un peu plus technico-commercial, toujours sur le moteur CFM56. Et donc, je suis resté 18 ans chez Safran. Très bonne société. Donc, vraiment, je la connais, nous la connaissons. Très heureuse d'être une grosse maison, une belle maison. Par contre, tu avais accès à toute la documentation et tu pouvais partir avec. Tu pouvais pirater leur savoir ou... Le moteur. Je suis né avec le moteur CFM56 puisque le CFM56 est né en 1979, comme moi, comme ça, vous connaîtrez mon âge. Et donc non, c'était la documentation technique. Elle était connue, reconnue, et on va dire entre les principes de fonctionnement d'une turbine restent les mêmes, que ce soit gros ou petit moteur, mais notre turbine a une particularité technique que je vais aussi vous expliquer. Pour d'ailleurs traiter cette question de faire une petite turbine pour l'aviation légère, il a fallu tout repenser, puisque les technologies qui permettent à une grosse turbine d'avoir une très bonne consommation, donc en gros la turbine d'un Airbus ou d'un Boeing, un CFM56, un GE90, ces technologies ne sont absolument pas applicables à une petite turbine. Ce qui fait qu'un moteur d'avion de ligne est très efficient, c'est son taux de compression et sa température en entrée de turbine. C'est ce qui fait que la théorie physique qu'on appelle le cycle thermodynamique est bon, donc un bon rendement. Donc, comment faire pour avoir un haut taux de compression? On met plein d'étages de compresseurs les uns derrière les autres. Or, ça, c'est absolument impossible à faire sur une toute petite machine. Et comment avoir une température en entrée de turbine très élevée? Il faut refroidir les aubages de la dite turbine. Tout ça, c'est impossible à faire sur une petite machine. Tout simplement pourquoi? Sur un moteur de 100 000 chevaux, comme un J90, le dernier étage de compresseur, l'aube la plus petite, fera quelques centimètres de haut. Imaginez passer de 100 000 à 100 chevaux, l'aube ferait quelques dixièmes de millimètre de haut. C'est ni réalisable, ni physiquement possible à faire fonctionner. Donc tu es en train de me dire que tu as tes propres idées, quoi. Alors, tu n'as pas pompé Safran. Voilà, on a nos propres idées, quoique presque, mais pas tout à fait. Donc, sachant qu'il était impossible de mettre en œuvre les technologies qui font qu'une petite turbine consommera peu, parce que c'était la clé. La turbine, c'est le moteur roi dans le domaine de l'aéronautique et de la grosse aéronautique. On est passé, comme je disais tout à l'heure, dans les années 50, du Constellation merveilleux avec ses moteurs en étoile, mais qui tenaient
500 heures et qui était le meilleur trimoteur de l'Atlantique parce qu'il arrivait tout le temps avec un moteur en panne Orly au Boeing 707. On a multiplié par 10 en quelques années la TBO. On a eu un rapport poids-puissance multiplié par 20 et puis une fiabilité aussi multipliée peut-être par 100 avec les premières turbomachines. Et en fin de compte, le moteur était relativement efficient, même les premières turbines des premiers avions de ligne. Donc comment faire pénétrer dans le monde de l'aviation légère tous ces avantages que l'aviation légère ne connaît pas, parce qu'on est passé du moteur à piston 4 cylindres à plat dans les années 50 à 4 cylindres à plat aujourd'hui, quasiment. Un moteur Lycoming, un Continental, même un Rotax, c'est un 4 cylindres à plat culbuté. Donc l'aviation légère n'a pas connu la révolution de la turbine. Comment amener tous ces avantages de fiabilité, masse très faible, puissance élevée et fiabilité et coût d'exploitation très très bas dans le monde de l'aviation? Il fallait résoudre le problème de la consommation d'une petite turbine, puisque comme on le disait, une petite turbine va garder tous les avantages d'une grosse turbine si vous la mettez à l'échelle, mais va perdre l'avantage de la consommation à cause de ces technologies qui sont impossibles à mettre en œuvre. En gros, une petite turbine de 100 chevaux, ça pèsera 20-25 kg. Ça sera incroyablement plus fiable qu'un moteur à piston. Par contre, ça va se mettre à consommer 2 ou 3 fois ce que consomme un Lycoming à puissance égale. Donc, il fallait résoudre le problème de la consommation d'une petite turbine. C'est le projet dans lequel je me suis lancé avec mon associé Jean-Michel à côté de notre travail chez Safran, parce que j'ai rencontré la machine à café chez Safran, comme quoi il se passe des choses à la machine à café aussi. Toujours. Voilà. Et donc, on a commencé à travailler sur effectivement un cycle thermodynamique qui est un peu différent du cycle normalement utilisé dans une turbine d'aviation. Je m'explique. Alors, on a utilisé quelque chose qui est connu depuis les années 50, mais on l'a adapté à l'aviation. Dans n'importe quelle turbine, dans le monde que vous soyez, dans le monde des très grosses turbines, 100 000 chevaux, ou même dans le monde des APU d'avions de chasse, des petites turbines qui font 150 chevaux, toutes ces turbines utilisent le cycle simple de Brayton. En gros, vous comprimez les gaz dans un compresseur, vous envoyez ces gaz comprimés, cet air comprimé, dans une chambre de combustion, vous venez brûler le carburant et ensuite ce carburant brûlé avec l'air comprimé va être détendu dans une turbine qui va récupérer le travail et vous avez les gaz d'échappement qui sont évacués dans la nature. Comme on le disait, ce cycle, si vous avez un taux de compression ici très élevé et une température à l'entrée de la turbine très élevée, votre turbine aura un bon rendement. Voilà, elle consommera, entre guillemets, peu de carburant au regard de la puissance produite. Comme une petite turbine, on ne sait pas faire ça, on a un taux de compression faible et une température de combustion limitée à 1000 degrés, parce qu'on ne peut pas refroidir les aubages, eh bien on utilise ce qu'on appelle le cycle régénératif. Contrairement à une turbine classique d'aviation, on va comprimer les gaz, toujours dans un compresseur, mais on ne va pas les envoyer directement dans la chambre de combustion. On va les faire passer dans un échangeur thermique, donc qui est constitué de milliers de microtubes. Cet échangeur thermique va récupérer la chaleur des gaz d'échappement pour préchauffer l'air qui sort du compresseur, ici. Et donc, on a une température désirée de 1000 degrés à l'entrée de la turbine. L'échangeur thermique récupère de la chaleur dans les gaz d'échappement qui normalement sont perdus dans la nature. Du coup, au lieu d'envoyer de l'air à 200 degrés en sortie de compresseur, ici, on va l'envoyer à 550 degrés. Du coup, le delta de température à faire rien qu'avec le carburant va être 2 fois moins. En gros, au lieu d'avoir à faire 200 000 degrés avec le carburant, vous n'avez plus qu'à faire 550 000 degrés. Enfin, c'est autant de carburant en moins à injecter dans la chambre de combustion. Ça divise la consommation de cette petite turbine par environ 2. Du coup, on revient dans le même niveau de consommation qu'un moteur essence type Rotax. Ça y est, grâce à ce cycle régénératif, on a une petite turbine qui a le niveau de consommation d'un moteur moderne à essence. Et c'est Turbotech qui est… Alors, nous, on n'a pas inventé ce cycle. Nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris ce cycle qui existe depuis les années 40 ou 50, qui est utilisé dans le char d'assaut M1 Abraham, dans des gros bateaux ou dans des centrales électriques. Mon papa travaillait chez EDF sur des grosses turbines équipées d'échangeurs. Donc, les chats ne font pas des chats, comme on dit. Sauf qu'il a fallu rendre cet échangeur suffisamment compact, léger et d'un coût de production abordable, parce que c'est quand même des technologies assez poussées. Donc du coup, l'une des premières clés technologiques de Turbotech, voilà, c'est le secret.
Alors, je ne vais pas vous dire que si vous le filmez, je serai obligé de vous éliminer après parce qu'on l'a déjà exposé. Hein. Et puis on me l'a déjà fait celui-là et je suis toujours vivant. Tout va bien. Donc voilà, donc l'échangeur thermique de Turbotech, c'est ça. Il est breveté. Donc en gros, on a fait une disposition qui est en Corolle, qui s'intègre parfaitement dans le moteur et qui est directement à l'arrière de la chambre de combustion. On va envoyer l'air comprimé à l'intérieur de cette première banque de microtubes. Les gaz d'échappement de la turbine rentrent par cette cuillère à 700 degrés. Il passe ensuite autour de tous les tubes ici et va céder ses calories par convection naturelle à l'air comprimé qui est dans les tubes. Donc on envoie, en gros, on injecte de l'air à 4 bars et des brouettes ici à 200 degrés. Il va ressortir avec une légère chute de pression parce qu'il y a une perte de charge dans l'échangeur, mais à 550 degrés. Voilà, et il va faire un U dedans. Et donc, tu peux le soulever là? Tu arrives? Oui, oui, avec 2 doigts. Ah oui. Voilà. Donc, par contre, tout le défi était de faire un échangeur suffisamment compact et léger. Donc, en fait, la pénalité de masse, on a fait un trade entre le surcoût de masse de l'échangeur comparé à la turbine, hein, mais en gros, comment ça se découpe, hein, le moteur complet ici va faire 85 kg avec tous ces équipements. On va avoir à peu près 25 kg de turbine, une vingtaine de kilos d'échangeur, et puis le reste dans la boîte d'engrenage et les servitudes. Alors, entre avoir une petite turbine qui fait 140 chevaux, mais qui fait 60 litres/heure pour une quarantaine de kilos, ou avoir un moteur complet qui va faire 85 kg, mais qui consomme que, on va dire, 30 litres à l'heure, donc très comparable à un Rotax 915, vaut mieux avoir une vingtaine de kilos en plus et un moteur un peu plus long. Et après, on a tous les avantages de la turbine, faible coût d'exploitation, fiabilité importante. On est plus léger que le moteur Rotax 915, hein, on fait 25 kg de moins. Et on est capable de brûler n'importe quel carburant, du diesel, du jet A1, même des essences. Voilà, on est vraiment polycarburant. Et j'espère que vous l'avez entendu voler à Blois. C'est un moteur qui est extrêmement silencieux. Voilà. Alors, tu as la même complexité d'allumage qu'avec une turbine classique? Alors, on a poussé le raffinement. Avec le risque, je veux dire, de démarrage chaud, de ce genre de choses. Justement, là, on fait une turbine pour l'aviation légère qui va être pas forcément mis, et voire pas du tout, ou très peu, entre les mains de pilotes professionnels. Donc la turbomachine, on est vraiment ce qu'on appelle state of the art. Hein. On a poussé très très loin les études, ce qu'on appelle CFD, Computational Flow Design. Donc on est vraiment au meilleur de ce que le calcul et puis l'aérodynamique permettent de faire en termes de performance. Mais à côté de ça, effectivement, pour répondre à ta question, on a mis beaucoup d'électronique. Pourquoi? Pour que ce qu'on appelle le FADEC, la régulation électronique, puisse mettre la turbine à la portée de n'importe quel pilote, y compris le pilote qui va voler 10-15 heures par an et qui va vouloir démarrer sa turbine de façon safe, l'éteindre de façon safe et l'opérer de façon safe. Donc on a mis tous les pare-fous dans la régulation électronique, même avec une monomanette, hein, on a pris la main sur la régulation de l'hélice, mais en gros cette turbine elle a un bouton start, un bouton stop, elle va aller checker une trentaine de points, y compris la tension des batteries, la température ambiante, la température résiduelle de la turbine, pour adapter complètement les processus de démarrage et d'arrêt et les automatiser. Donc impossible de casser la turbine au démarrage, elle te renverra dans tes 22 si tu essaies de la démarrer avec une batterie basse, elle te dira non, non, je ne vais même pas essayer de démarrer, ou si tu avortes ton démarrage, elle va s'auto-drainer avec des pompes qui vont se mettre en service. Donc vraiment, on a poussé très très loin l'algorithme de contrôle pour la rendre opérable par n'importe qui. Donc si je prends l'exemple avec la Socata, enfin d'AR, oui. J'ai pas mal piloté de TVM. Au début, on s'est battu pour qu'il y ait un FADEC, quoi. Voilà, là il y en aura un dès le début. Mais ça, on nous disait, c'est de l'argent. Oui, c'est Pratt et Whitney disaient, on veut bien le faire, mais il faut que DAER paye, quoi. Alors toi, tu vas faire payer le client très cher? Alors, ça sera un point important. Parce que ça coûte cher, tout ça. Alors, tout ça, ça coûte cher et ça a été payé par le développement. Alors, comment Turbotech vit? Tout simplement, au début, et ce n'est pas secret, on a fait une levée de fonds avec le groupe Safran qui d'ailleurs fait partie de nos actionnaires. Donc, on a levé 3,2 millions. Et 3,2 millions, c'est très très peu. C'est rien dans le monde de l'aéronautique. Mais chez Turbotech, on a commencé, on était 4. Et on allait de négocier une subvention, parce qu'on a été aussi subventionné par le ministère des Transports et la DGAC Corac, et merci à eux d'ailleurs, parce qu'ils nous accompagnent toujours dans le développement de nos moteurs. Donc on a eu une levée de fonds de 3,2 millions, des subventions du Corac, mais en fin de compte une enveloppe
assez faible pour développer des moteurs tels qu'on les a développés. Et on a fait beaucoup de choses avec nos mains. On a commencé, on était 4, on est resté 4 longtemps. On montait les moteurs, on a fait toutes les études. Maintenant, on est une vingtaine avec un bureau d'études. Vous allez le voir, un hall d'assemblage, une partie mécatronique, un département qui conçoit les FADEC et le code du FADEC. Mais dès le départ, on a essayé d'être astucieux. On est parti, par exemple, on ne s'est pas dit, on va acheter un FADEC aéronautique chez un grand nom des FADEC type Honeywell ou non. Je pense que développer le FADEC aurait été 10 fois le prix de la totalité du développement moteur. Donc on a été chercher des électroniques de contrôle avec un niveau de safety équivalent dans le domaine de l'industrie. Par exemple, un FADEC, c'est DAL-B, ce qu'on appelle dans l'aéronautique. C'est le critère de certification d'une électronique moteur. DAL-B, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous avez, par exemple, 2 équipes qui travaillent indépendamment, qui ne vont pas se parler, qui vont pondre un code assez complexe ou un algorithme de contrôle. Et le software et le hardware vont devoir passer énormément de qualifications. Ça, c'est au critère aéronautique, mais on se rend compte qu'il existe l'équivalent dans l'industrie, et même dans l'automobile, ça s'appelle le SIL 2. Une électronique d'un ABS, d'une direction assistée, ça a un niveau de requirement de safety équivalent à un DAL-B aéronautique. Mais par contre, c'est du mass production. Donc, on a été voir plutôt dans ces électroniques-là, qui sont tout aussi fiables qu'un FADEC type DAL-B, et on l'a adapté et on a développé un code qu'on a mis dedans. Et ça nous a permis, en étant un petit peu astucieux, d'aller vers une électronique qui ne nous a pas coûté trop cher à développer. Mais il faut penser à la certification. C'est ça que je veux dire. Dans le passé… Ça n'effraie pas le hasard. Non, il existe des matrices de compliance entre justement ces codes, ces certifications industrielles et les certifications purement aéronautiques. Et par exemple, certains motoristes qui ont fait des moteurs diesel dans le passé ont utilisé des ECU, ce qui est l'équivalent d'un FADEC, type automobile, avec le bon niveau de safety et avec ce qu'on appelle des special conditions, parce que on ne fait pas des avions de ligne, on fait de l'aviation légère. Les requirements de safety ne sont pas tout à fait les mêmes en termes de probabilité de failure. Et donc, du coup, avec un travail de fond avec l'autorité de certification, on peut tout à fait aller certifier ce type d'architecture avec des hardware qui viennent d'un milieu industriel. Mais les injecteurs Narotax ou plein de hardware viennent de l'automobile, on ne s'en rend pas compte dans l'aéronautique, mais dans l'aviation légère, beaucoup de hardware viennent du milieu industriel, automobile et ont été certifiés comme ça. Donc on essaie d'être astucieux et pour diminuer l'enveloppe de développement, d'aller chercher des choses pas purement aéronautiques au début. Notre moteur coûte, on va dire, au bas mot, c'est 100 000 €. C'est 2 fois plus cher qu'un Rotax 915. Pourquoi? Vous avez la première turbine au monde, à cycle régénératif pour l'aéronautique, et vous avez la première turbine au monde destinée à l'aviation légère. Alors, ton prix est basé sur une production de combien Alors là, pour le moment, et c'est là où c'est difficile pour une société comme nous, on a fait 5 moteurs la première année, puis 10, là on va faire une quarantaine, et je pense qu'on va en livrer une 60aine l'année prochaine. Quand vous partez d'une projection de 100 000 €, c'est avec l'espoir d'en vendre combien? Alors, nous, on a l'espoir, c'est on pense sur le marché. Alors, il faut parler de marché. Pour des turbines… Je veux dire à l'année, quoi. Oui, tout à fait. Mais le marché, il faut le circonscrire. Et puis, je reviendrai dessus parce que vous allez dire c'est des geeks, ils font des turbines, ils font plein de choses. Mais on est aussi des industriels et avant tout des industriels. Donc, juste avant de répondre à ta question, je vais dire un point qui est essentiel et que je peux conseiller à tout entrepreneur qui veut fonder sa société dans n'importe quel milieu. Allons nous confronter à notre marché. La première chose que l'on a fait avant de lancer le moteur, au tout début, avant même de faire la levée de fonds, c'est d'aller voir nos clients potentiels et leur dire, voilà, si on fait une turbine qui coûte X, X étant légèrement inférieur à 100 000 €, parce que oui, elle coûte un peu plus cher comme tout projet que ce qu'on avait prévu au début. Oui. Bon, on ne s'est pas trop trompé, mais il y a quelques pourcents de différence. Mais on allait voir tous nos clients potentiels et on leur a dit, si on fait une turbine qui a ce niveau de performance, ce prix, combien tu pourrais nous en acheter? Quelle serait ta vision d'un ramp-up? Donc, on a fait des réunions avec les 4-5 clients de lancement qu'on espérait toucher. Ils ont dit, bah oui, Banco, si tu me fais cette turbine, moi je te l'achèterai et je te l'achèterai dans telle quantité. Première année, 1 pour tester. Deuxième année, 3, puis 10, puis 20, puis 30. C'est très important avant de démarrer tout projet industriel d'avoir une vision marché. Donc, on a fait des études de marché, on a circonscrit notre marché et
tout à fait, enfin, de façon tout à fait logique et honnête, notre turbine, elle va se destiner dans un premier temps à l'ULM premium, l'ULM haut de gamme. On ne va pas pouvoir monter cette turbine sur un ULM qui coûte 20 000 € parce que le moteur coûte lui-même 4 fois le prix de la machine. Non, on va plutôt aller sur du VL3, du XL8, du Tarragon, enfin toutes les machines que vous voyez à Blois, très clairement. Nous, ce marché de l'ULM de luxe, on pense que ce moteur non certifié, c'est pour ça que je décris bien le marché, on peut aller jusqu'à 200, 300. Voilà. Je pense qu'il se vend 2000 Rotax par an à peu près, aéronautique. Là-dedans, il s'en vend, on a essayé de ségréguer les marchés, il doit s'en vendre à peu près 500, 600 pour plutôt de l'ULM haut de gamme. Et puis, si on arrive à en capter 20, 30, 40%, et bien, du coup, ça nous donne ce fameux marché de 200, 300 par an. Donc, voilà comment on fonctionne. Hein. Je ne donne peut-être pas des vrais chiffres, mais voilà l'esprit. C'est-à-dire, en gros, d'aller circonscrire un marché, de l'étudier et de savoir combien on peut aller en vendre au maximum. Alors là, tu parlais du marché ULM non certifié. Ouais. Mais au départ, tu n'as pas visé le marché certifié? Alors justement, non, c'est une stratégie tout à fait voulue. C'est la stratégie que Rotax a appliquée il y a 25 ans. Quand on regarde le 912, les premiers modèles et pendant assez longtemps, le Rotax 912 était vendu que pour de l'ULM non certifié. Alors, Frédéric Schaffen, un Robin à turbine, c'était pour faire rire? Non, pas du tout. Alors, c'était un vrai projet. Il avait été intégré. On travaillait sur, sur un special condition, ou tout du moins une certification. Notre moteur n'est pas certifié, mais il existe dans l'amendement 5 de la CS23. Et là, je vais faire rêver les gens qui adorent lire la CS23 dans leur lit le soir. Je suis sûr qu'il y en a plein. La possibilité. Voilà, il y a la possibilité d'installer un moteur non certifié dans un avion certifié si le Type Certificate de l'avion couvre l'installation moteur. Voilà. Donc, et que ton avion est ELA 1. Donc, n'importe quel avion léger ELA 1 peut insérer ou introduire un moteur non certifié si le TC, le Type Certificate de l'avion, couvre tout ça. Donc, c'est le projet dans lequel… Alors, c'est au risque de qui? De l'acheteur? Oui, alors ça sera le détenteur du TC, ça sera l'avionneur. Nous, on devient un équipementier avion. On n'est plus un motoriste parce qu'en fait, pour monter un moteur dans un avion certifié, deux solutions. La plus classique, ton moteur est certifié CS Engine. Tu peux donc être monté dans un DR400, un Piper, un Cessna, si Cessna valide l'installation de ce moteur. Mais c'est assez facile parce que le moteur est certifié. Ou ton moteur n'est pas certifié. Et là, le détenteur du TC de l'avion, du Type Certificate de l'avion, va gérer tout le dossier et le moteur va devenir certifié, mais certifié monté sur l'avion. Donc en fait, l'avionneur va chapeauter toute l'assertif, y compris l'assertif du moteur installé dans son avion. Alors, pour nous, c'est aussi du travail. C'est un peu moins de travail que de faire une CS Engine complète. C'est, je ne sais pas, je veux dire n'importe quoi, c'est peut-être la moitié du travail qu'on a à faire parce qu'on doit donner toutes les datas de certification au gars, enfin à l'entité qui fait le travail, l'avionneur. Donc du coup, ça nous fait quand même du travail. C'est pour ça qu'on s'est dit qu'on allait faire ça pour 2-3 avions. Et à côté, travailler sur des STC aussi, des suppléments de Type Certificate, mettre notre turbine peut-être non certifiée, mais qui sera certifiée un jour sur des Cessna, des DR400, des Piper, un jour. Donc voilà, donc il y a TC, STC, mais ça nous prend du temps et c'est de l'énergie. C'est pour ça qu'à un moment, il faut faire le trade entre certifier complètement ton moteur, et une fois que ton moteur est certifié, tu le vends à des clients avionneurs et c'est eux qui s'occupent de faire le travail de certifier de l'avion, mais il y a moins de travail à faire pour eux, ou utiliser cette stratégie de mettre un moteur non certifié sur un avion certifié, auquel cas ça nous fait pas mal de travail aussi pour nous. Alors, donc chez Turbotech, sur la base du même moteur, là, on vous a présenté le turbopropulseur. Donc la turbine entraîne une boîte d'engrenage qui va entraîner une hélice ou un rotor d'hélicoptère. Mais on a encore poussé le vis un petit peu plus loin en vue de réaliser de la propulsion hybride électrique. On a développé cet engin. C'est la même turbine, le même échangeur, mais on a développé un générateur électrique à très haute densité de puissance. Il n'y a qu'un seul arbre monté sur 2 roulements qui tourne à 80 000 tours minute. Donc l'arbre de la génératrice et de la turbine est commun. Et cette génératrice
convertit la totalité de la puissance de la turbine en électricité. C'est une centrale électrique volante qui va permettre de faire de l'aviation hybride électrique. En gros, les batteries qui n'emmènent pour le moment pas du tout assez d'énergie pour faire voler correctement des aéronefs plus de quelques dizaines de minutes, eh bien on va pouvoir les aider, les accompagner. En gros, réduire le pack de batterie à sa plus simple expression et avoir le gros de l'énergie qui sera produit par ce générateur embarqué qui peut brûler du biocarburant ou n'importe quel type de combustible. Quel est le marché là? Alors le marché, on va plutôt être sur des aéronefs type eVTOL, du drone cargo, passager, du drone de surveillance, plutôt des applications professionnelles exigeantes. Ce qu'il faut voir par exemple, c'est que une turbine comme ça qui va peser 80 kg, vous l'alimentez avec à peu près 50 kg de carburant, ça vous fait un package moteur plus carburant qui va peser 120 kg à peu près. Ces 120 kg vont remplacer 1 tonne 2 des meilleures batteries du marché. Donc en gros, imaginez un taxi volant qui pèse 600 kg, qui arrive à voler une dizaine de minutes avec en gros 150 kg de batterie. Avec ça, vous le faites voler non pas 10 minutes, mais 2 heures et demie. Et on pourrait ouvrir complètement le champ des possibles sur des machines type eVTOL. Alors, question bête. Question bête. Oui. Pourquoi justement utiliser ta turbine au lieu de faire l'électricité, faire tourner une hélice Alors, c'est une très bonne question et on y répond à tous les gens qui ont les deux moteurs. Hein. En gros, demain, si vous voulez faire un avion hybride, posez-vous la question, est-ce que c'est une bonne idée Est-ce qu'un turbopropulseur ne présentera pas une meilleure efficience? La réponse, pour nous, c'est oui. On veut faire un avion avec 2 ailes, un empennage, un moteur de vent. Achetez surtout un turbopropulseur et pas un turbogénérateur. Le turbogénérateur va être destiné à des aéronefs qui n'ont pas le choix et qui, obligatoirement, ont besoin d'un moteur électrique de propulsion ou sustentation. Je vous donne un exemple très concret. Un eVTOL qui a 16 moteurs électriques pour décoller et entraîner des hélices monolithiques à pas fixe. Est-ce que vous imaginez 16 moteurs de tondeuse à synchroniser? Non, ce n'est pas possible. Ou 16 petites turbines. Non, c'est obligatoirement des moteurs électriques. Donc, il faut obligatoirement leur fournir de l'électricité. Donc, soit on a une batterie et ça vole 10 minutes, soit on a un turbogénérateur qui fournit de l'électricité à bord via une application hybride. L'objet de ça, c'est de fournir, on va dire, la puissance en croisière et d'avoir un petit pack de batterie qui fournira les pics de puissance. Voilà, c'est le principe de l'hybride série. Il n'y a pas de lien mécanique entre le moteur à combustion et les éléments de sustentation et de propulsion. Donc cet exemple qui est valable pour un eVTOL est peut-être aussi valable, je ne sais pas, pour un drone qui a besoin de 500 kW au décollage, puis de croiser dans la stratosphère pendant 60 heures à 30 kW. Plutôt une application du coup défense. Voilà. Ce genre de moteur de turbogénérateur va être plutôt destiné à ces applications qui ne peuvent se passer de propulsion électrique. Mais très clairement, un avion hybride, est-ce qu'il a une meilleure performance énergétique le même avion équipé d'un turbopropulseur avec la même turbine? A priori, non. Voilà. Est-ce que ton travail, votre travail à tous, est considéré comme du vrai travail green? Écoutez, il y a le greenwashing, tout à fait. Nous, on a une vraie notion de décarbonation de l'aéronautique. Ce moteur-là, on le voit, hein, l'un des principaux problèmes des fabricants d'avions, ils nous disent oui, j'ai besoin de plus de performance, plus léger, pouvoir brûler du biocarburant, mais ce moteur n'existe pas. Vous avez soit des moteurs essence qui restent lourds, qui consomment de l'avgaz ou un remplaçant de l'avgaz green, mais l'ensemble des efforts du monde vont sur les SAF, les Sustainable Air Fuel. Notre moteur permet de bénéficier de l'effort industriel énorme que va mettre la grosse aviation dans la production de Sustainable Air Fuel et pas d'un micro-marché que serait une aviation légère pour laquelle on développerait un carburant green. Est-ce que ça va vraiment arriver? Oui, non, peut-être, on ne sait pas. Nous, le fait d'avoir un moteur léger qui consomme peu, mais qui va pouvoir consommer ce que les futurs avions de ligne consommeront comme carburant green, est pour nous le vrai game changer en termes de décarbonation de l'aviation. Sans compter qu'on a été aussi financé pour un gros projet qui s'appelle BiotiFuel, qui consiste à modifier ces turbines à combustion hydrogène. Alors après, on pourra avoir un long débat sur l'hydrogène.
Notre vision, c'est qu'on va avoir 20, 25 ans de biocarburants qui vont être introduits dans du diesel, du jet A1 pour un jour aller dans 10, 15, je ne sais pas combien de temps, vers du full SAF, du full carburant décarboné sur la chaîne complète. Mais l'hydrogène, c'est pour après-demain. Le monde ne sait pas produire d'hydrogène vert à l'heure actuelle, il ne sait pas le stocker et le distribuer. On produit beaucoup d'hydrogène par craquage de molécules d'hydrocarbures. Donc il faut de l'énergie pour craquer de l'hydrocarbure. Donc je vais dire, entre guillemets, c'est pire que tout. Donc le monde doit s'organiser pour produire de l'hydrogène renouvelable. Ce n'est pas du tout le cas pour le moment, ça arrivera un jour. Le moteur sera prêt, mais nous, on dit toujours que c'est une solution incrémentale. Aujourd'hui, on vole avec les carburants qui existent. Demain matin, on vole avec des biocarburants, tous ceux qui seront disponibles, les SAF, les biocarburants automobiles, on peut tout à fait les utiliser, puisqu'on peut utiliser n'importe quel carburant. Et après-demain, quand le monde sera prêt et qu'il produira de l'hydrogène vert, on pourra utiliser de l'hydrogène. Mais l'avion ne changera pas, il faudra juste rétrofiter les injecteurs, donc un travail d'une demi-journée, dans 25 ans, pour passer du biocarburant ou du diesel à l'hydrogène. Quand tu disais l'avion, c'est le moteur ne changera pas. Oui. Alors non, quand je dis l'avion ne changera pas, c'est le même moteur, mais si vous avez un avion que vous prévoyez de faire voler à l'hydrogène, soit vous utilisez une turbine comme la nôtre, soit une pile à combustible. Seulement, si vous développez un avion maintenant pour voler avec notre turbine, mais que dans X années, vous voulez passer à la pile à combustible, il faut entièrement revoir l'avion. Le principe de l'incrémental, c'est qu'aujourd'hui, vous mettez ce moteur-là, dans 15 ans, c'est le même moteur et donc le même avion. Il n'y aura pas de grosses modifications à faire qui pourra tourner à l'hydrogène. C'est vraiment du pas à pas. Super. Vous savez tout? Non, mais en plus, ça serait dommage de s'en priver. Ah oui, absolument. Et puis cette solution, elle est plus performante. Nous, on pense que la pile à combustible, parce que la pile à combustible a des avantages et des inconvénients. La pile à combustible a un meilleur rendement que notre turbogénérateur, mais elle est beaucoup plus lourde, a une durée de vie inférieure et un coût d'exploitation supérieur. Donc, dans le trade industriel chez un avionneur, on va étudier les deux solutions, mais on a souvent été en concurrence avec la pile à combustible. Et à croire que notre solution n'est pas trop mal, puisqu'on a une quinzaine de clients qui nous ont acheté des turbogénérateurs pour faire des eVTOL, des dirigeables, tout ce que vous voulez. Ah ouais. On a beaucoup d'applications très intéressantes et très fun. Et le poids, c'est identique à peu près? Oui, le turboprop et le turbogénérateur, ils pèsent à quelques kilos près la même chose. Voilà. Alors, ton business model, quel est-il? Oui, alors le business model de Turbotech, il est assez simple en fin de compte, mais on a essayé d'être cohérent et astucieux. On essaie de l'être souvent. En fait, on s'est doté de la capacité, à partir d'une feuille blanche, et à entièrement concevoir une turbine. On n'utilise pas des sous-éléments de turbine existantes, non. On a tous les outils de calcul aérodynamique, mécanique, de vibratoire. En gros, on est un vrai mini bureau d'études. Alors, à toute échelle ou toute raison gardée, un micro-Safran. On fait, comme je vous disais, le calcul mécanique, ce qu'on appelle la CFD, Computational Flow Design. C'est nous qui dessinons nos aubages, la forme de nos aubages de turbine, de compresseurs. Tu le fais avec quoi comme logiciel? Alors, on a une suite qu'on achète, c'est le pack Ansys. Alors non, ce n'est pas CATIA, c'est un autre, mais ça fait partie de solutions Dassault Systèmes. Mais en gros, voilà, c'est de la simulation d'écoulement. Ça ressemble à CATIA. Alors, est-ce vrai que Dassault aide les startups, les petites entreprises au niveau de ces tarifs de… Tout à fait. Au début, on a eu, au début, parce que ça fait 6 ans qu'on existe déjà, au début, on a eu des tarifs très intéressants sur les suites de calcul de CATIA. Et après, on a vu avec eux, on est passé sur une solution de chez eux, mais qui n'est pas CATIA. Voilà. Mais au niveau tarifaire, ils sont très cool. Alors, au niveau tarifaire, au début, c'est très cool. Ouais, voilà, tout à fait. On peut le dire. Après, ce sont des outils très puissants. Effectivement. Et alors donc on a tous ces outils de calcul et de conception ici dans notre bureau d'études. Mais ce qu'on a choisi, par contre, c'est de ne pas fabriquer, usiner les pièces. On utilise, donc en gros, de notre bureau d'études va sortir des plans de définition cotés, du centième au micron, avec toutes les pratiques de conception. Et on a aussi une direction industrielle parce qu'on n'est pas une start-up. On est avant tout une société industrielle qui est faite pour produire des moteurs. Voilà. On ne veut surtout pas rester start-up et je considère d'ailleurs, moi je me dis qu'on ne l'est plus. On est une société industrielle en ramp-up de développement. Et donc cette direction industrielle, elle va manager une soixantaine de sous-traitants.
Alors ces sous-traitants, on les a soigneusement choisis. Ce sont des usineurs spécialisés en fraisage, tournage, rectification, fonderie, parce qu'on a des pièces de fonderie. Ces 60 sous-traitants sont des sociétés beaucoup plus grosses que nous. Ce sont des groupes industriels qui travaillent pour Safran, Airbus et qui sont tous dans l'aéronautique. Parce que faire une pièce de moteur et selon les règles de l'art, ça nécessite des gens qui ont ce qu'on appelle un know-how, une connaissance très poussée. Donc tous ces sous-traitants travaillent pour nous. Le moteur est fabriqué à 95% en France, quelques pièces en Allemagne, la fonderie et les roulements. Mais tous ces sous-traitants vont produire des pièces que vous allez voir juste après au montage. Et ensuite, elles sont acheminées chez Turbotech. Et ensuite, on assemble les moteurs, on les essaie sur nos bancs d'essai et on les met en caisse pour les vendre à des clients qui, je l'espère, seront heureux. Alors là, comme on l'expliquait, une fois qu'on a envoyé nos plans, que nos sous-traitants nous ont expédié des pièces, on va les réceptionner. Alors, comme on le disait aussi tout à l'heure, la turbine Turbotech, pour le moment, n'est pas certifiée. Mais on a voulu structurer la société exactement comme si on était une société certifiée. Ça implique quoi? Ça implique d'avoir la traçabilité sur l'ensemble des pièces. Donc ici, à la réception, on a ce qu'on appelle un ERP. Toutes les pièces, les numéros de série, les part numbers vont être enregistrés dans notre système pour ensuite être rangés là-haut dans un stock où tout est référencé et on aura la traçabilité de chacune de ces pièces. Alors voilà, là on se retrouve avec les pièces de nos sous-traitants en magasin, codifiées, rangées dans notre système interne. Ensuite, un client va nous commander un moteur, ça va déclencher ce qu'on appelle un ordre de fabrication. Cet ordre de fabrication, toujours dans notre ERP. Excuse-moi de te couper, tu n'as pas de moteur en stock du tout? Alors, non, on ne stocke pas de moteur tout fait. C'est uniquement un client nous commande un moteur et puis au bout de X mois, on va lui livrer ce moteur. Par contre, on a de quoi les fabriquer. On a les pièces pour les fabriquer. Ça, j'ai bien compris. Ouais. Mais le client exigeant qui veut son moteur pour le lendemain, il faudra qu'il attende. Ou tu vas le perdre peut-être? On n'a jamais perdu de client parce qu'en fait en aéronautique ça n'existe pas vraiment la notion de fabrication. On n'est pas comme dans l'automobile en flux tendu où on va avoir 5 moteurs en stock qu'on peut livrer demain. Non, nous dans l'industrie aéronautique ce qu'on connaît c'est un carnet de commandes ferme et prévisionnel avec un lead time de livraison, un temps de livraison et on annonce à tous nos clients, voilà, c'est X mois, 6 par exemple pour avoir une turbine, donnez-moi votre ramp-up et vos besoins. Alors après, très clairement, on peut avoir un ou deux moteurs de démonstration qu'on va prêter à un client, il l'essaye et puis s'il est satisfait, après il va en acheter. Mais ça, on ne le fait pas encore. Jusqu'à présent, il y a quand même une forte appétence pour notre motorisation. Tous les clients ont acheté leur moteur prototype. Et ils attendent. Alors, tu peux me montrer une pièce que tu as reçue là? Alors, une pièce, elles sont toutes là-haut, c'est dans le magasin, c'est rangé. Dans ce qui vient d'arriver là. Alors, dans ce qui vient d'arriver, c'est dans des caisses. Alors, on ne va pas les déballer spécifiquement. Celle-là, contre, les cartons, non? Ouais, non, dans les cartons, on peut aller les voir au montage. Par contre, ça sera beaucoup plus parlant. Parce qu'une aube. Une pièce, ça peut coûter de l'argent. Oui, il me semble. Voilà. On disait que. Alors, j'avais visité un motoriste en Angleterre, il me disait, toi, ça, c'est plus cher que le platine. Alors oui, il y a des pièces, même une petite aube d'un réacteur, ça coûte le prix d'une petite voiture. Donc il faut faire, nous, dans la maîtrise des coûts, et c'est là où justement les gens peuvent dire, 100 000 € c'est cher pour un moteur, mais en fin de compte, c'est incroyablement pas cher pour une turbine. Oui, personne au monde n'a réussi à faire une turbine avec ce niveau de raffinement technologique et quasi certifié à ce prix-là. C'est un long travail d'industriel, c'est-à-dire qu'on est, entre guillemets, pour rigoler, on n'est pas que des geeks qui faisons un moteur, on a aussi une vision industrielle, on pilote nos coûts. Et ça permet justement d'avoir des pièces qui ne sont pas si chères que ça. De manager avec nos fournisseurs, on fait ce qu'on appelle du co-engineering. On optimise le coût avec le sous-traitant qui nous usine la pièce pour converger vers un prix cible. Et ça nécessite beaucoup de travail. Voilà. Alors, tout n'est pas filmable ici. Le nom des clients sur les… d'accord, tu le dis. On coupera. Donc, les tableaux qui sont là avec… voilà. Par contre, ce qu'on peut filmer, c'est par exemple un moteur en assemblage, un turbopropulseur. Donc voilà, tu peux te mettre là, il n'y a pas de souci. Non, c'est un moteur de développement, donc c'est bon. Sinon, on floutera, on te montrera et tu flouteras. Tout à fait.
Alors, dis-moi ce que c'est. Voilà, ça. Là, on est sur un turbopropulseur au tout début de la phase d'assemblage. Donc, il a été mis sur son pad de montage. Là, il est vraiment à ses toutes premières opérations. On a l'arbre qui a été monté sur ses roulements, l'engrenage de la gearbox. Et ensuite, on va venir assembler les sous-modules sur la turbine. Donc, la chambre de combustion, le rouet de compresseur, tous les carters, le fameux échangeur. C'est un technicien, c'est un ouvrier spécialisé. C'est un ouvrier vraiment très spécialisé. Chez nous, on fait du compagnonnage. Donc, les plus anciens forment les plus récents. Et on va venir, en gros, c'est 2 ans pour savoir être autonome et former une turbine, parce que c'est une très haute technicité. Moi, je dis toujours, c'est l'horlogerie. C'est pas des mécaniciens, c'est des horlogers qu'on a chez nous, parce que ça exige un niveau de rigueur très important. Lorsqu'on voit là ces courbes, elles sont voulues, tout ça. Alors non, ça c'est de l'optimisation, c'est du processus industriel, mais c'est pas forcément voulu, mais c'est pas gênant. Par contre, ça coûterait plus cher de ne pas l'avoir courbé. Compris. Voilà. Et d'ailleurs, tout comme dans un grand groupe industriel, tous les moteurs sont montés avec une gamme extrêmement précise. Toutes les opérations sont enregistrées, la moindre vis, son couple de serrage est recordé. Le technicien qui va l'assembler, il va signer son opération, l'heure à laquelle il l'a fait. Donc on est vraiment au plus haut niveau, on va dire, de traçabilité et d'opération industrielle pour un montage moteur. Donc voilà, on est vraiment au meilleur standard. Donc chez toi, il ne peut pas y avoir de la turbine du lundi matin. On espère que non. Nul n'est parfait, mais justement, on converge vers justement… Partir du moment où chacun est responsabilisé. Exactement, l'excellence industrielle. La qualité dans le produit. Il y a Camille, notre responsable d'atelier, qui va gérer tout ça. Et voilà, et la qualité, comme on dit, c'est l'affaire de tous en aéronautique. Donc on a beaucoup de sensibilisation. Et ce que j'appelle moi l'esprit aéronautique, c'est les techniciens sont sensibilisés à ça, ils ont des formations. Et chacun va être l'acteur de la sécurité, de la stabilité des process et de la rigueur dans le travail effectué. Donc voilà, là on est dans l'espace de montage des moteurs. On a 4 espaces de montage, ce qui va nous permettre d'assembler toutes nos turbines. Tu as combien de personnes qui travaillent en même temps dans cet atelier ? Dans cet atelier, on a à peu près 8 personnes qui travaillent. Voilà, ça permet de couvrir l'ensemble. Montre-moi quelque chose qui est plus cher que le platine. Là. Alors, on n'a pas forcément du plus cher que le platine. Non, ce qu'on peut montrer, c'est par exemple un rouet de turbine. Alors celui-là, il revient d'un moteur qui a fonctionné assez longtemps. On fait une expertise sur un moteur qui revient de service pour améliorer. Et ça, c'est le rouet de turbine. Donc ça, c'est un matériau qui s'appelle le Marem 247. Donc c'est une base nickel. Et ça, normalement, c'est censé être l'une des pièces les plus techniques d'une turbine, puisque ça tourne à 80 000 tours minute. Voilà, le bout, il va à Mach 1,7 là, de la turbine, et ça chauffe à 1000 degrés. Donc il y a plusieurs centaines de G qui s'appliquent sur chaque aube. Donc voilà, c'est l'une des pièces qui est censée être les plus chères du moteur, mais on a beaucoup travaillé le coût, et avec le fondeur en Allemagne qui la fabrique, on a optimisé le coût de cette pièce pour… quand on allait voir un grand fondeur aéronautique français, on a su obtenir un facteur 4 quasiment sur le prix, parce qu'on a été astucieux, on a été voir la bonne personne et on a mis les bons standards de production, juste ce qu'il faut, mais pas trop. Et on peut poursuivre par les bancs d'essai pour finir. Donc une fois qu'on a monté notre turbine, avant de la livrer à un client, on va l'essayer sur son banc. Bonsoir. Donc, on n'a touché à rien. Non, tout va bien. Donc là, on a un banc. On a un banc d'essai avec un turboprop. Donc, 2 familles de bancs. On a les bancs qui vont nous permettre de réceptionner un moteur client. Donc voilà, là, ce banc, c'est un moteur d'un client qui va partir la semaine prochaine. Il va tourner 4 heures au banc. On va en recorder tous les paramètres. Consommation de carburant, consommation d'huile, vibration. On va voir si tous les paramètres sont normaux. Et une fois qu'il a passé ce qu'on appelle sa recette, c'est-à-dire son test, il va être mis en caisse et expédié chez le client. Donc tous nos moteurs, avant d'être livrés, subissent ce contrôle, ce qui est assez classique dans le domaine aéronautique. Mais on a aussi le même type de bancs qui vont nous permettre de cycler nos moteurs. Il y a des moteurs là, c'est un banc, mais l'électronique du banc, je ne la vois pas là. Alors l'électronique du banc, elle est derrière. Ici, on a une acquisition. Le moteur, il est connecté avec plein de capteurs. Et puis ici, il y a des ordinateurs et ce qu'on appelle des baies d'acquisition.
qui vont venir enregistrer tous les paramètres du moteur. Donc là, ça c'est du développement et c'est relié. C'est toi qui l'as développé ton Oui, nous on développe tout en interne. On ne sous-traite quasiment rien. Il y a les cerveaux musclés, comme on dit, du bureau d'études qui font non seulement des bancs d'acquisition, mais même des bancs pour faire tourner des équipements, des pompes, réceptionner les injecteurs, faire l'équilibrage haute vitesse. Tout est développé en interne, donc ça fait beaucoup de travail, mais c'est plus efficient économiquement. Voilà. Et donc, on a un autre type de banc qui nous permet de faire tourner nos moteurs à nous, des moteurs Turbotech, des milliers d'heures, pour les éprouver au sol et pour garantir le meilleur niveau de fiabilité. Et alors là, c'est ailleurs, j'imagine. Alors, nous, on ne les fait pas tourner ici, sur le site de Toussus, au nord des pistes. ADP, qui nous accompagne beaucoup et qui est très bienveillant avec nous, nous a mis à disposition un site d'essai où on a des moteurs qui tournent toute la journée. On a plusieurs remorques comme ça. Tu as un technicien qui surveille quand même? Alors c'est les techniciens. Alors c'est très varié chez nous. On peut assembler des moteurs le matin et faire l'essai recette l'après-midi. C'est ce qui plaît beaucoup aux gens qui travaillent chez nous. Une grande pluralité dans les tâches. On ne fait pas que monter des moteurs. Voilà, le gars qui a monté le moteur et qui l'a fini, il va souvent aller aussi l'essayer. Donc oui, on a un automate qui fait tourner les moteurs pour un peu standardiser la réception, mais tout ça, c'est surveillé par un technicien qui va manager les essais moteurs. Voilà. Bien. Voilà. Et là, on a aussi, pour certains clients privilégiés, par exemple nos amis de JMB, qui sont nos clients de lancement et vraiment un partenaire privilégié dans notre développement. C'est l'un des premiers clients qui nous a fait confiance, vraiment une relation de longue date avec JMB. Et qui, j'espère, va durer très longtemps. Donc là, on a un VL3 sur lequel on va remonter un moteur qu'on a mis au dernier standard. Voilà. Alors Damien, après 6 ans de travail acharné, oui, on peut le dire. Si tu devais définir l'étape où tu es arrivé, tu es à mi-course? On n'est qu'au début. On est qu'au début de l'aventure parce qu'on peut parler du passé un tout petit peu, regarder dans le rétroviseur. En fait, en 6 ans, on a réussi à concevoir un nouveau type de moteur, une turbine à échangeur pour l'aviation légère. Je pense qu'on est arrivé au bout du projet qu'on s'était fixé, mais qui n'est que le début. Elle est non certifiée, il va falloir la certifier. Et surtout, les gros marchés pour nous, c'est les puissances plus fortes. On prépare déjà un 250 chevaux, puis certainement un 400 chevaux. Mais notre prochain marché, ça sera effectivement un moteur entre 200 et 250 chevaux certifié, destiné à l'aviation légère. Donc en fait, voilà, on a plein de choses qui se profilent, certifier nos moteurs, les plus fortes puissances et les décliner en turbogénérateur. Alors le moteur super puissant, son prix sera super énorme? Il sera plus important et il n'est pas encore défini. On doit travailler encore tout ça. Là, la priorité, c'est de le mettre au point. Et son poids, alors là, tu dois savoir déjà, il sera super lourd? Alors non, non, pas du tout, parce que l'avantage des turbines, c'est que pour doubler la puissance d'un moteur à piston, il faut doubler sa taille. Pour doubler la puissance d'une turbine, il faut la faire grossir de 20% à peu près. Donc en fait, sur un moteur qui pèse 85 kg pour 140 chevaux, on peut se dire qu'un moteur de 200 chevaux pèsera certainement 110 kg, pas beaucoup plus. Donc on sera vraiment sur une solution qui sera de plus en plus performante en termes de rapport masse-puissance. Et ça, c'est très important. Et son rendement sera meilleur. Voilà. Dernière question, parce qu'on pourrait passer des heures avec toi. Oui. Alors c'est peut-être un secret de fabrication, mais comment se fait-il que ton moteur soit si discret? Alors moi j'ai fait de la PT6, du King, etc. C'est très bruyant. Oui, en termes de tout simplement c'est l'échangeur, il a un double effet qui se coule, je dirais inattendu mais très très bon. Il réduit la consommation de façon énorme de la turbine, mais il étouffe énormément son bruit. En fait, cet échangeur, il agit comme un énorme silencieux que vous mettriez, comme vous avez un silencieux sur votre voiture, un pot avec des chicanes pour atténuer les pulsations. Alors déjà une turbine, son bruit est assez peu énergétique parce que c'est un flux continu, ce ne sont pas des pulsations comme un moteur à piston. Là, on est dans ce cas-là puisque c'est une turbine, mais on a rajouté cet énorme silencieux à l'arrière qui est l'échangeur thermique et donc l'effet qu'on a découvert quand on a fait voler les premiers avions, mais qui du coup est très très bien parce que ça résout un peu la quadrature du cercle. On est à Toussus, environnement très contraint. Voilà, et on estime qu'on a la solution pour réconcilier à la fois les utilisateurs qui ont un moteur performant, biocarburant, basse, on va dire avec des très bas niveaux de coûts d'exploitation, mais aussi pour les riverains, quelque chose qui sera très vertueux avec une vraie solution éco-friendly en termes énergétique et en termes effectivement d'émissions sonores. Donc cet échangeur, c'est un peu la clé de tout.
diminue la consommation et il diminue énormément le niveau de sonora. Petite anecdote, on faisait des essais moteurs à Valenciennes avec le VL3 turbine et il y a pas mal de gens qui étaient à la terrasse du café, on faisait des tours de piste, on volait beaucoup à Valenciennes et il y a plusieurs personnes qui sont venues nous dire mais comment vous faites voler un avion électrique pendant 4 heures? On leur dit tout simplement c'est pas un avion électrique, c'est une petite turbine mais effectivement on ne l'entend pas beaucoup. Merci Damien. Je t'en prie.